deuxième séance de cette troisième session de l'année sur le thème « Y a-t-il du sacré dans la nature ?» Aujourd'hui, c'est le séminaire pratique qui va nous occuper, avec tout d'abord un exposé d'Augustin Berg sur la naissance du paysage en Chine, donc pour une durée d'environ une demi-heure. C'est le cadrage que nous avions décidé ensemble. Et ensuite une communication donc, de Laetitia Carlotti, plasticienne, qui se définit comme une ouvrière du paysage. Voilà, nous avons le plaisir de l'accueillir aussi, et nous la remercions. Et nous remercions évidemment Augustin Berg d'être avec nous encore aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser la parole, Augustin, et puis ensuite Laetitia. Et ensuite, on passera aussi aux questions avec la salle. Je vous remercie. Merci. Je vais donc vous entretenir de la naissance du paysage en Chine. Parce que c'est en Chine que cette notion est apparue pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vers le IVe siècle de notre ère. Ça fait bizarre. Enfin, les personnes qui suivent ce séminaire depuis quelque temps ne sont plus surprises, mais parler de naissance du paysage, évidemment, ça se place dans une certaine optique, une certaine problématique, qui est celle de la mésologie, pour laquelle les réalités, ce qui est pour nous la réalité, c'est toujours historique, et il y a des émergences au cours de l'histoire qui font que certaines notions, certaines réalités apparaissent, et ce qui est pour nous la réalité aujourd'hui n'a pas toujours existé. Donc le paysage, pour nous, évidemment, il y a paysage partout, et en principe il devrait y avoir paysage depuis toujours, dans la mesure où il y a de l'environnement, mais l'histoire nous apprend que non, et l'anthropologie aussi. Donc dans la problématique de la mésologie, la question c'est de savoir quand l'environnement a commencé à apparaître en tant que paysage. Tout est dans cette en tant que paysage, c'est-à-dire cette advenue à la réalité. Et pour employer une notion plus philosophique, c'est l'existence. La réalité, c'est ce qui existe, mais étymologiquement, c'est existere, le verbe se tenir hors d'eux, et dans le cas de la problématique de la mésologie que vous commencez à connaître, c'est se tenir hors d'eux un état de puissance qui n'est pas encore advenu à la réalité. Alors cet état de puissance qui n'est pas encore advenu à la réalité, ou un en soi qui n'est pas encore advenu à la réalité humaine, on l'appellera S, c'est-à-dire le sujet au sens logique, ce dont il s'agit, et qui va être saisi en tant que P, c'est-à-dire un prédicat. Le prédicat, en logique, c'est ce que l'on dit à propos d'un sujet. Donc, de manière plus générale, ce rapport, la barre oblique signifie en tant que, c'est S en tant que P, ou, pour traduire, en l'occurrence, l'environnement en tant que paysage. Bon, donc cet en tant que paysage apparaît au IVe siècle. Et il apparaît sous le terme Shanshui. C'est-à-dire montagne, eau, ou les monts et les eaux, ou les monts et les rivières. Shanshui. Ce mot de Shanshui, lui non plus n'a pas toujours existé, bien qu'il soit composé de deux termes, Shan, la montagne, et Shui, l'eau, qui ont une très très longue histoire, bien entendu, mais qui, pendant très longtemps, dans la langue chinoise, ont existé séparément.
Et ce terme xianshui, qui a pris vers le IVe siècle le sens de paysage, c'est culturellement et historiquement le plus important dans ce domaine, bien qu'il y ait dans la langue chinoise de nombreux termes pour dire paysage, beaucoup plus qu'en français ou que dans d'autres langues européennes, mais c'est celui-là le plus important, et je n'ai pas le temps de parler des autres, ni de faire une revue de tous ces termes, donc nous parlerons seulement de ce xianshui. Précisons d'abord que, certes, c'est le paysage, mais avec des connotations qui ne sont pas exactement les mêmes que celles du terme paysage dans la langue française. Il s'agit bien de paysage de montagne et d'eau, paysage de montagne et d'eau, ce qui veut dire notamment que ça ne peut pas être un paysage urbain. Il y a vraiment une contradiction dans les termes si on accolait xianshui au mot ville. Et une anecdote à cet égard qui m'a été rapportée par Yolène Escande. Grande spécialiste du paysage en Chine. Il s'agissait à la biennale de Shenzhen, qui est près de Hong Kong, de consacrer, c'était vers 2000, il y aurait eu un concours de paysage urbain pour les artistes. Eh bien, finalement, personne ne comprenait rien à Changshu, qui veut dire la ville. Changshu, Shanshui, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. D'ailleurs, pour pas mal de gens encore aujourd'hui, le mot paysage urbain paraît bizarre, parce que paysage, ça connote la nature. Et d'ailleurs, Shanshui, ça pourrait se traduire aussi par la nature. Donc, Yolène Escande, je vous donnerai des références quand on fera circuler le texte de cet exposé. Vous aurez les références d'un livre de Yolène Escande, un livre qui s'appelle justement Montagne et eau, la culture du xianshui, c'est un livre qui date de 2005. Une autre référence, c'est celle de Nicole Vandier-Nicolas, Esthétique et peinture de paysage en Chine, des origines au Song, qui est un peu plus ancien, 1982, qui a choisi de traduire. Alors, c'est une phrase célèbre du premier traité sur le paysage de l'histoire en Chine, mais de l'histoire humaine tout court, il n'y en a pas d'autre avant. C'est Introduction à la peinture de paysage, d'un peintre qui s'appelait Zhong Bing. Il a vécu de 375 à 443. Donc, Zhong Bing, vers le début, ce n'est pas exactement la première phrase, mais c'est la troisième à peu près, il dit, alors je vous cite la traduction qu'en donne Madame Vandier-Nicolas, « Quant aux montagnes et aux eaux, hein, le chinois dit là « xianshui ». Quant aux montagnes et aux eaux, tout en possédant une forme matérielle, elles tendent vers le spirituel. Tout en possédant une forme matérielle, elles tendent vers le spirituel. Donc là, il y a le choix de garder montagne et eau, et non pas dire paysage. C'est une phrase très célèbre dont il y a de nombreuses traductions possibles, mais je n'entre pas dans le détail. La question que nous allons nous poser, c'est de savoir comment xianshui a pris le sens de paysage. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça s'est passé vers le IVe siècle de notre ère, à une époque qu'on appelle les 6 dynasties. Les 6 dynasties qui vont du IIIe au VIe siècle. C'est une époque très troublée,
qui fait suite à une période plus courte qu'on appelle celle des 3 royaumes, elle-même faisant suite à l'empire Han, l'écroulement de l'empire Han, qui est à peu près contemporain de l'empire romain, et qui s'écroule au IIIe siècle. Période très troublée, avec des guerres incessantes à tel point que la population de la Chine tombe au-dessous de 20 millions d'habitants, ce qui est l'étiage historiquement connu. La Chine, c'est quand même grand, vous voyez, mais 20 millions pour une étendue aussi vaste, c'est dire que la population a été décimée par ces guerres incessantes. Donc, période très troublée, au cours de laquelle il y a de multiples changements dynastiques, surtout dans le Nord. Dans le Nord, à la même époque que celle des 6 dynasties, on compte jusqu'à 16 royaumes barbares ou semi-barbares, alors que dans le Sud, justement, 6 dynasties vont se succéder. Et le Sud était plus calme. Néanmoins, vous voyez, 6 changements de dynastie en 3 siècles, ça fait beaucoup. Ce qui a conduit de nombreux lettrés, les mandarins, qui formaient l'armature administrative de l'Empire. Ils sont à la fois fonctionnaires et lettrés. Beaucoup d'entre eux, au moment des changements de dynastie ou autrement, décident de quitter la ville où ils avaient leurs fonctions et de retourner sur leurs terres, parce que c'était des grands propriétaires fonciers. Ils retournent sur leurs terres pour sauver leur vie, quelquefois, ou tout simplement pour manifester leur désaccord vis-à-vis du pouvoir, ce qui était risqué d'ailleurs. Et retournant donc à la campagne, ils vont la regarder avec un autre regard que les paysans. Ils vont la regarder avec un regard de lettré. Et c'est de là qu'est né le paysage, parce qu'ils vont trouver à la nature un sens esthétique qui, pour les paysans, n'existait pas. Pour les paysans, c'était le milieu qui leur permettait de vivre. Mais pour ces lettrés retirés, qui se sont décrits, parce que c'est eux qui ont écrit l'histoire, donc ils se sont présentés pour l'histoire, pour la suite des siècles, comme des ermites ou des anachorètes. Anachorète, ça veut dire qui retourne à la campagne. Ermite, ça veut dire qui habite au désert. Désert au sens classique, c'est-à-dire où il n'y a personne. Ermite vient de eremos, désert. Etc. Ça finit par ce regard cristallisé en paysage. Et c'est daté même avec une grande précision le 3e jour du 3e mois de l'année 353. Alors, 3e jour du 3e mois, ça correspond à une fête traditionnelle, à l'occasion de laquelle un grand lettré, et qui est connu comme le plus grand calligraphe de l'histoire chinoise, Wang Hizhe, avait réuni une quarantaine d'amis dans sa villa, à la campagne, qui s'appelle, il l'avait baptisé, le pavillon des orchidées. En chinois, Lanting. Lanting. Pavillon des orchidées. Le 3e jour du 3e mois. Donc pour cette fête, et comme on faisait à cette époque, les amis, les lettrés, se réunissent dans le vaste jardin, au bord du ruisseau, c'est toujours un ruisseau dans un jardin paysager, et ils composent des distiques. Alors, c'est une sorte de banquet où on faisait cela, et il s'agissait
vous lâchez en amont une coupe de vin à moitié remplie, elle flotte, et avant qu'elle arrive devant vous, vous devez avoir composé un distique, c'est-à-dire 2 verres. Et si vous n'avez pas eu le temps de composer le distique, alors les versions varient, soit vous n'avez pas le droit de boire, soit au contraire, vous devez boire, et à la fin, vous êtes complètement... Voilà. Bon. Et l'histoire a gardé les poèmes qui ont été composés à cette occasion, le 3e jour du 3e mois, 353. Et dans ces poèmes, le mot « xianshui » apparaît plusieurs fois, avec indubitablement le sens de paysage. C'est donc bien l'acte de naissance, vraiment acte puisque c'est écrit, l'acte de naissance du paysage. La question que nous allons nous poser, c'est comment en est-on arrivé là ? Donc ça, c'est un problème de philologie de la langue chinoise. Moi, je ne suis pas sinologue, encore moins d'histoire de la langue, spécialiste d'histoire de la langue chinoise, mais je m'appuie sur un gros ouvrage japonais, dont vous aurez la référence si ça sera dans le compte-rendu, qui retrace l'histoire des principaux mots du vocabulaire de la poésie classique, parmi lesquels on trouve bien entendu xianshui. Donc je m'appuie sur cette étude. Le mot xianshui, qui a dans la langue classique, alors quand on dit poésie classique, c'est surtout pour la période de la dynastie Tang, qui vient juste après les 6 dynasties. L'auteur de la partie de l'ouvrage qui nous intéresse écrit, il s'appelle Kato Bing, xianshui signifie, je cite, « soit les montagnes et les rivières, soit l'aspect d'une nature composée de montagnes et de rivières. » Soit les montagnes et les rivières en elles-mêmes, soit l'aspect. Il y a ce côté paysage. Mais ça reste aussi les montagnes et les rivières. Donc ça peut avoir simplement le sens de la nature. Il y a les deux. Mais en tout cas, précise-t-il, je cite le mot, exprime que la nature est l'objet d'une jouissance esthétique. Voilà, l'objet d'une jouissance esthétique. Puis il fait l'histoire du terme, notant que les éléments shan et shui existent séparément depuis très longtemps, bien sûr, mais ils ont été quelquefois rassemblés. Par exemple, dans une citation très célèbre de Confucius, qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui dit ceci, « Le sage savoure la rivière, le bienveillant se délecte de la montagne. » Pour certains, on aurait là l'origine de la notion de paysage. En fait, non, les spécialistes s'accordent pour dire que c'est un usage métaphorique à la fois de shan et de shui, et que c'est une métaphore morale. Donc, le sage, parce que la rivière, c'est donc la dynamique du mouvement, et la montagne, c'est au contraire la stabilité. Bon, mais là non plus, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de cette métaphore. Ce qui est important, c'est la relation contrastive qui est entre les deux termes, shan et shui. Là, ils ne sont pas vraiment réunis en un seul mot, dans l'exemple que je viens de donner. Et avant la période des 6 dynasties, les occurrences du terme xianshui, où les deux sont accolés, sont très très rares. Alors, un exemple qui se trouve chez un autre philosophe, c'est Mozi. Mozi qui vivait entre 468 et 376 avant Jésus-Christ, qui dit ceci, je cite, « Il y a des génies du ciel comme il y a des génies et des esprits des monts et des eaux. » Des génies et des esprits des monts et des eaux. Qui donne une locution. C'est une
c'est vraiment une locution parce qu'il y a 8 occurrences de la même expression dans le texte, donc ça allait ensemble, c'est Shanshui, Gui Shen. Donc Shanshui, les monts et les eaux, Gui, les démons, Shen, les esprits. Donc les démons et les esprits, des monts et des eaux. Et ça, donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, enfin au 4e, il y a des génies du ciel comme il y a des génies des esprits, des monts et des eaux. On a là, selon l'auteur de l'étude que j'utilise, Shanshui signifie les montagnes et les rivières. Donc, les eaux, c'est-à-dire les rivières, les lacs, etc. Qu'il n'y a pas là d'idée de paysage. Dans Shanshui et Guixin, l'ordre de la langue chinoise, où le déterminant précède le déterminé, montre que ce qui est important ici, c'est les esprits, les démons et les esprits, et non pas Shanshui. Ici, c'est comme qui dirait l'adjectif qui va avec le substantif. Donc, l'important, ce dont il s'agit, c'est une sorte de démon ou une sorte d'esprit. Ce n'est pas du paysage, ce n'est pas des montagnes et des eaux qu'il s'agit, mais des démons, voilà, des démons et des esprits. Donc une catégorie de génies. Oui, le mot génie, c'est plus commode. Les génies de l'environnement. Et l'environnement ici n'est pas considéré pour lui-même, mais en tant que demeure de ces génies. Vous voyez, c'est une autre sorte de en tant que. Ça existe en tant que demeure des génies, et non pas en tant que paysage. Et ces génies, ils sont mauvais. Toutes sortes d'anecdotes, toutes sortes de références montrent que ces Guixin, qu'on appelle aussi Cheme Wangliang, qui se prononcera en japonais Chimi Morio. Là, ça devient de l'ethnologie. On nous apprend que ce Cheme Wangliang qui dénomme les dits génies en général, métaphoriquement, ça veut dire aussi un homme méchant, un homme diabolique. Les Cheme qui hantent les montagnes, les forêts et les marais. Ce sont des quadrupèdes à face humaine qui vont tourmenter les gens. Alors les premiers, les Chu. Le Chu ressemble à un tigre et il aime la montagne. Le Mei, lui, préfère les vallées et il ressemble à un sanglier. Et les Wangliang, qui ont de nombreuses apparences, mais en particulier l'apparence d'un enfant de 3 ans avec de longues oreilles et des yeux rouges, et qui trompent les humains en imitant leur voix. Cet abominable enfant de 3 ans aux yeux rouges et aux longues oreilles. Imiter la voix des humains, c'est ce que fait l'écho en montagne. Mais dans la mythologie gréco-romaine, Écho est une nymphe charmante et non pas cet abominable démon. Bref, j'arrête ici. La montagne, c'était le domaine de la peur pendant très longtemps et absolument pas d'un plaisir esthétique. Nous en étions encore
au stade où Xian et Shui, montagne, eau, se rencontrent d'habitude séparément. Mais à partir d'un certain moment, on va commencer à les utiliser accolés, Xian Shui. À partir de la dynastie Qin, c'est celle qui précède juste les Han, c'est-à-dire au IIIe siècle avant notre ère, ça commence à être employé en un seul terme, Xian Shui, mais avec le sens de les eaux de la montagne. Xian, le déterminant, Shui, le déterminé, les eaux de la montagne. Les eaux de la montagne, c'est un terme du vocabulaire des ingénieurs hydrauliciens qui ont à dompter les torrents, donc aménagement des cours d'eau, et aussi pour l'irrigation, bien sûr, pour l'irrigation. Mais pas question d'esthétique, et ce qui en est la preuve, c'est que le mot n'est pas utilisé en poésie pendant très longtemps. Alors, la première occurrence dans la poésie de ce mot Xian Shui, c'est au IIIe siècle de notre ère, chez un poète qui s'appelait Zhuo Si, et c'est le poème qui sert de référence, c'est vers 300 qu'il l'aurait écrit. C'est deux poèmes de la visite à l'ermite. De la visite à l'ermite. C'est un thème très classique en Chine, la visite, excusez-moi, de l'invitation. L'invitation faite à l'ermite. L'invitation faite à l'ermite. L'ermite est un personnage important à divers égards, et notamment parce que sa sagesse est censée en faire en puissance un homme d'État. Ce qui fait que la tradition veut que les chefs d'État, les princes, voire les empereurs, envoient chercher l'ermite quand les affaires du pays vont mal. Donc on va chercher l'ermite parce qu'il est de bons conseils. Et bon, la tradition veut que l'ermite refuse 2 fois et qu'il accepte la 3e fois. C'est un choix difficile parce que s'il refuse trop, il peut courroucer le monarque et donc il risque sa vie. Ou alors, s'il refuse une fois de trop, il risque qu'on l'oublie totalement dans sa montagne et qu'il ne reparaîtra plus dans la société. Vous voyez, c'est ça, c'est le jeu, c'est le problème du jeu de cache-cache que vous avez pratiqué. Si vous vous cachez trop bien, vous n'êtes plus dans le jeu et vous restez tout seul dans la nature. Voilà, c'est du même genre. Donc, Zhuo Si utilise dans ce poème deux poèmes de l'invitation faite à l'ermite. On voit que le mot Xian Shui accède à une dimension esthétique. Mais ça ne veut pas encore dire paysage. Et le poème a c'est un poème assez long, mais il y a le vers suivant qui est décisif. Xian Shui you qing yin. Qu'est-ce que ça veut dire? Xian Shui, les eaux de la montagne possèdent qing yin, un son pur. Les eaux de la montagne ont un son pur. Tout le contexte montre que c'est ce sens-là. Il n'y a pas le sens de paysage. Néanmoins, un son pur, c'est très nettement dans la dimension esthétique, d'autant plus que le vers qui est juste avant dit on n'a pas besoin d'instruments de musique, les eaux de la montagne ont un son pur.
ça veut dire ce que vous entendez quand vous allez vous promener sur les bords de la Restonica. C'est ça. Mais ce poème a eu un grand succès, tous les lettrés s'en sont délectés, et en une 50aine d'années, les eaux de la montagne allaient devenir le paysage. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, en 353, les distiques de la réunion du pavillon des orchidées nous montrent que, incontestablement, Shanshui avait pris le sens de paysage. Donc là, il y a une révolution, puisque là, le paysage de montagne acquiert cette valeur esthétique, alors que la montagne, auparavant, c'était le domaine de la peur, et on ne voulait pas y aller. On ne le recherchait pas du tout. Donc, comme je vous prends deux exemples des poèmes des distiques de la réunion du pavillon des orchidées, l'un d'un poète qui s'appelle Wang Xiuhe, c'est pas la peine de noter, distrayant mon cœur dans le paysage, à moi-même absent, j'oublie mon liku. Distrayant mon cœur dans le paysage, dans le Shanshui, à moi-même absent, j'oublie mon liku. Alors liku, ici, ça veut dire les liens mondains. Les liens mondains que l'on quitte quand on va dans le paysage. Ça, c'est exactement ce que fait l'ermite. L'ermite quitte le monde, il se débarrasse des liens mondains et il part dans le désert au sens traditionnel du terme, classique, dont je vous ai déjà parlé, et vous avez oublié, ça va de soi, que l'étymologie du mot désert vient du latin desertum, qui veut dire détisser. Serrere, ça veut dire tisser, entrelacer, et dé, c'est suffixe privatif. Donc desertum, ça veut dire détisser. On a défait les liens qui font le monde, en quittant la ville, parce que le centre du monde, c'est la ville c'est le monde. Et l'anachorète, ce qu'il fait, c'est il va, ana, il retourne, choresis, c'est aller vers la campagne, qui est Kora. Donc, je vais dans la montagne, et ce faisant, j'oublie mon liku. L'autre poème nous dit, enfin l'autre distique, le maître de Séan scrute le paysage vers les hauteurs, cherchant traces d'anachorètes. Parce que les anachorètes en question, les ermites en question, la tradition les associe au thème de l'immortalité. Et dans la tradition chinoise, l'immortalité, vous pouvez l'acquérir en ce monde même par une discipline adéquate, et notamment en allant dans la montagne et en vivant de simple, c'est-à-dire d'herbe au pouvoir magique. Et les immortels, qu'on appelle xianzhen, c'est un mot, enfin c'est plutôt un sinogramme, ici, xian, il y a montagne et ici humain, être humain, montagne. C'est-à-dire, en somme, c'est un être humain qui s'est fondu dans la montagne et il s'est tellement bien fondu que vous allez le chercher mais vous ne le trouvez pas. Ça, c'est le thème tout à fait classique de la poésie. On va chercher l'ermite et on ne le trouve pas. On ne le trouve pas parce qu'il est devenu immortel et à ce titre, il s'est fondu dans le paysage. Et il a acquis l'immortalité. Voilà, donc c'est ainsi que le paysage est né. La fois dernière, j'ai eu l'occasion de vous parler des suites de cette naissance du paysage. On a d'abord découvert le paysage comme ça, comme quelque chose que l'on regarde, quelque chose que l'on peint, mais on s'est très vite ensuite occupé de le représenter sous forme de jardin.
ce qui a donné les jardins paysagers, qui sont, au XVIIIe siècle, venus en Europe à travers les lettres des jésuites qui avaient travaillé à l'aménagement des jardins de l'empereur, et des lettres qui ont eu un tel succès que ça a fait naître une sorte d'idéal, l'habitat idéal, que l'abbé Laugier, dans son essai sur l'architecture, appellera la maison délicieuse. Alors cette maison délicieuse, donc cet habitat idéal, en réalité, c'est une fabrique de jardins chinois. Une fabrique, c'est les édicules que l'on construit dans un jardin. On appelait ça fabrique. Donc une fabrique de jardins chinois, de jardins paysagers bien sûr, et assez largement, parce que ce n'est pas la seule source, l'autre source, c'est la source arcadienne, la mythologie arcadienne. Ces deux sources, d'un côté la mythologie arcadienne, de l'autre celle de l'ermitage paysager à la chinoise, via les jardins, ont engendré l'idéal du pavillon au contact direct de la nature, qui a déferlé sur tous les pays riches au XIXe et au XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé, dans le dernier tiers du XXe siècle, l'habitat, l'urbain diffus. L'urbain diffus qui est un habitat insoutenable, au sens où il a une empreinte écologique démesurée, et qui, ainsi, réalise ce nouveau tour de magie, c'est de détruire la quête de la nature, la quête de la nature entre guillemets, c'est-à-dire une image que l'on se fait de la nature, détruit la nature au sens écologique. Et on pourrait dire que si ça se trouve, c'est un mauvais tour que nous jouent les Chimimorio dont je parlais tout à l'heure, Cheme Waliang. Voilà, la demi-heure est écoulée, je vous remercie. Bonjour, donc je suis Laetitia Carlotti et je vais prendre la parole après Augustin Berg en revenant de Chine et en revenant sur notre territoire. Ça va être un peu... Je vais commencer par ce que j'avais préparé. D'abord un grand remerciement à la Fondation de l'Université de Corse et particulièrement à Vanina Bernard-Léoni, et dire que c'est un grand honneur pour moi de partager cet espace de parole avec Augustin Berg, et pour qui j'ai la plus grande estime. Et donc j'interviens en tant qu'artiste et ouvrier du paysage. Je suis davantage portée à construire des installations, des signes, des choses comme ça, plutôt qu'à parler. Alors je vous remercie de votre compréhension sur mes hésitations, etc. Je voulais d'abord revenir sur une ou deux notions un peu galvaudées de l'artiste qui a le désavantage de voir son activité encore trop perçue sous le signe de l'agrément. Et comme j'essaye de comprendre pour expliquer, j'ai trouvé ça aussi peut-être dans une approche du travail qui était pas... qui venait peut-être des origines étymologiques du mot travail, qui était toujours quelque chose d'un peu contraint, tripaliar, et la contrainte imposée. Et donc, je voulais dire que s'il y avait contrainte dans le travail de l'artiste, il était davantage né de contraintes intérieures, extérieures, d'une espèce de dualité à faire exister sous forme d'œuvre à la société. Voilà. Et là, je sors la première image qu'Anjo va éteindre sur la corde à linge. C'est un peu le principe du linge propre qu'on met à éteindre. J'explique pas les œuvres, je montre et on passe à autre chose. Donc voilà, ça c'est un travail qui s'appelle Les Oiseux. Ça joue avec juste peut-être une faute d'orthographe, oiseau, oiseux. Et
ça vient aussi d'une notion qu'on avait étudiée avec Augustin Berg sur l'osium et le négocium. Et donc voilà, c'est peut-être parce qu'on jouit d'une certaine liberté dans notre travail d'artiste que c'est difficile à cerner qu'il y a un véritable travail. Je pensais aussi dire que l'aspect esthétique du travail d'artiste pouvait engager dans cette fausse voie. Si on voit l'esthétique comme une finalité du travail et non pas comme juste un mode d'expérience par le sensible. Et ça, c'est une composante du travail d'artiste, mais ce n'est pas uniquement pour les artistes. L'esthétique, ça s'adresse à tout le monde. Je voulais lire une phrase de Luginbull. Je vais juste marquer les mots. Il prononce lui-même Luginbull. Luginbull, merci. Je vais juste écrire son nom. Comme ça, si vous voulez trouver des renseignements, ce sera par vous-même. J'ai beaucoup de... En fait, moi, je m'intéresse à toute une série de personnes qui me parlent des problématiques qui m'intéressent. Et du coup, je ne pourrais pas dire s'il est sociologue, écologiste. Je prends, j'intègre. C'est un agronome qui a été ensuite se spécialiser dans l'enseignement du paysage. J'ai fait une faute. Non, ça c'est un H en fait. Oh. B-H-U. Non, après le U. Le H vient après le U. C'est ça, j'ai jamais fait ça, même en tant qu'étudiante. Hein. Elle à la fin. Oh. Oh là 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 là. Bon, ça va ? Ok. Donc, si on envisage l'esthétique de cette manière, elle ouvre la voie vers la perception des problèmes écologiques, et notamment à travers d'autres sens humains. L'odorat, qui ramène aux pollutions, ou les nuisances sonores à l'ouïe. Et moi, je pense du coup que c'est plutôt la place de la sensorialité qui est remise en question par nos modes de vie contemporains. Et voilà, l'artiste interroge aussi ça, hein. Mais ce n'est pas que son domaine. Donc voilà, à partir de là, j'essaye de refaire une mise à jour de ce que c'est qu'être un artiste dans le monde contemporain. Il y a eu un mouvement, le champ de l'art s'étend au champ de l'être. Il y a toujours production d'objets ou d'images, mais l'œuvre est dans la totalité de la démarche. Donc, elle est tournée vers ce que Paul Valéry appelle une poétique. C'est-à-dire que si ça commence par une intuition, une fulgurance, il y a une véritable attention à sa propre construction et à la claire lumière de la conscience. Je continue avec Nicolas Bourriaud, qui est un grand critique d'art, curateur français, et qui a écrit dans une exposition qui s'appelle GNS, Global Navigation System, que la dernière décennie du XXe siècle a été marquée par cette problématique de la possibilité en art, celle de ses limites sociales. Que peuvent les artistes ? À quoi peuvent-ils accéder ? Comment, jusqu'où peuvent-ils aller dans la transformation du monde et l'évolution de leur rôle sans abandonner leur statut d'artiste ? Et il me semble que c'est une analyse qui est bonne pour partir de ce point-là, pour réfléchir sur cet être au monde qui est formulé par la position d'artiste. Donc, il a regroupé tout ça sous une théorie qui s'appelle l'esthétique relationnelle. Ça veut dire qu'on évalue les œuvres d'art par rapport à les liens et les relations qui vont être capables d'être créés à partir de ça. Donc l'artiste, il peut, du coup, dans sa volonté d'embrasser le monde, il peut être conduit à aller dans des domaines très très précis et spécialisés. Et du coup, cette action-là, ça va vers un décloisonnement des pratiques. Donc là, je vais donner un autre exemple juste sous la forme d'une image en citant le nom de Helen Meyer et Newton Harrison. Juste dire quelques mots. Leur travail
à eux, ça a été, par exemple, sur ce travail-là, ça a été de redessiner la carte de l'Europe en effaçant toutes les frontières entre les pays, juste en gardant les richesses des territoires ou l'eau, etc. Et en fait, ce travail-là, il y a des écologistes, des économistes qui s'en sont emparés et qui ont travaillé avec eux pour avoir à une meilleure gestion ou répartition de ces richesses-là. Elles sont accrochées là-bas après. Est-ce que j'écris leur nom? Non, on les verra sur les papiers. Donc, ce qui se passe, je peux l'écrire en essayant de ne pas faire de faute. On passe de faire une œuvre d'art à faire œuvre de l'art. Il y a Robert Filliou qui cite, qui dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Je pense que ça résume pas mal. Donc l'artiste, il s'installe à l'articulation de cette transaction et il prend en charge la représentation des œuvres qu'il propose. Et ces œuvres se dirigent vers une société. Ce qui fait qu'en fait, il accueille l'altérité dans son idée la plus pure, peut-être le grand autre dont on parlait hier dans la nature, dans l'art. Il lui aménage une entrée en matière qui est déjà une quête de sa présence et une acceptation de l'autre dans son système. Et du coup, on peut considérer que l'œuvre, c'est un objet transactionnel dans la relation à l'autre et au monde. Et que il ne se contente pas donc de produire des objets et des formes. Il va essayer de faire ensemble, d'avoir une cohérence d'ensemble dans sa démarche. Donc l'artiste tourné vers le monde et le monde de l'art. Le monde de l'art qui est un monde en soi, qui a son pôle d'excellence, ses grandes écoles, ses spécialistes, et où la réussite s'est associée à une reconnaissance par ces spécialistes et éventuellement une cote sur le marché de l'art. Et je pense que ça aussi, ça fait écho au cours qu'on avait eu avec Augustin sur la ruralité et le sauvage, comme quoi le monde, c'est d'abord l'urbain. Le monde est à partir de l'humain. Ab urbe condita, c'est bien dit. Donc voilà, le monde comme le monde de l'art comme le monde, il se pense à partir d'un centre urbain et c'est une chose entendue et ça fait de la métropole un modèle institué. Donc on résume, l'artiste il a d'une part comme fonction de trouver une façon juste d'être au monde et d'autre part il doit être pour reconnu, rentrer en corrélation avec l'expertise des professionnels de l'art. Bon, maintenant, il faut la partie paysage, la partie artiste, ouverture sur la partie paysage. Donc, il y a autant de façons d'être artiste que d'artiste. Il y a des mouvements qui rentrent en rupture avec des pratiques traditionnelles et notamment une extension des lieux de l'art au cours de l'histoire. Temples, églises, musées, galeries et maintenant paysages. Et à mon sens, et pas qu'au mien, c'est un déplacement des champs du sacré dans la nature. Il y a Marcel Gauchet, que je marque son nom, qui a travaillé avec le Centre Pompidou sur les traces du sacré, qui dit que cette démobilisation la démobilisation de notre société séculaire envers ce qui était du religieux, en fait, elle ne disparaît pas. Il y a un déplacement de la préoccupation spirituelle dans l'espace public. Et là, une des suppositions que je fais, c'est que en mettant ça en lien avec l'espace paysager,
c'est que peut-être l'espace paysager, c'est l'espace public dans son essence libre. Parce que l'artiste qui se tourne vers le paysage, il affirme librement le choix de cette exposition et il se positionne à l'articulation des dimensions sociales, écologiques, économiques et culturelles du paysage. Le paysage, c'est un espace qui aussi échappe à la maîtrise de l'institution et qui concerne le plus grand nombre. Donc il y a cet investissement du paysage, c'est assez récent. Il y a le land art qui naît dans les années 60, on explique cette tendance comme un refus opposé à l'aspect de plus en plus commercial de l'art d'une part et l'appréhension des problématiques écologiques. L'artiste qui crée dans l'espace ouvert du paysage, il s'ouvre à des alternatives qui lui permettent de composer au plus près d'une réalité de terrain, la réalité concrète des territoires et avec les lois qui s'y appliquent. Donc là, hop, 2 autres photos d'Enès, issues du land art, Agnès d'Enès et Robert Smithson. J'en ai pris 2 parce que vous verrez après sur la corde à linge, c'est du même mouvement, c'est au début du land art et c'est des expressions sensiblement différentes d'un rapport au paysage. Donc des démarches radicalement différentes dans le paysage. Tout un jargon qui vient avec land art, earth art, ecologic art, environmental art, etc. On va retenir juste quelque chose. D'abord que le lieu, ce n'est pas un nouveau socle pour l'objet d'art, in situ. Donc c'est plus l'élément dynamique d'une cora. On peut aussi aller voir ce qu'a écrit Anne Volvet dans les fabriques spatiales de l'art contemporain pour en savoir un peu plus. On retiendra aussi que les installations sont éphémères et que du coup ça génère des traces qui sont enregistrées pour rendre compte de l'épiphanie de cette création. Et j'utilise le mot épiphanie à dessein parce que en fait, l'artiste qui intervient dans le paysage, il met en place un certain nombre de rituels. Le land art, il renonce donc pas au monde du musée ou à l'espace marchand des galeries. Il génère surtout une post-élaboration de l'œuvre in situ en choisissant des modes de transmission médiatique. Et il produit en fait une interface relationnelle a posteriori. La question de la représentation, ça pose du coup concrètement la question de représenter l'existence et la représentation, une dialectique de l'être et du paraître. C'est après qu'il faut mettre en forme. On est dans une société de l'image et il faut restituer les choses. Donc après, ces questions-là, elles se posent, je pense, pour tout le monde, dans toutes les activités. On est obligé mais c'est peut-être même une nécessité, de passer du temps pour restituer son esprit et sa pensée à mettre en forme les documents. Après, sur un équilibre de ce temps-là entre l'être et le paraître. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a une équation être au monde qui se traite aussi par sa représentation. Voilà, donc la question de la relation au territoire, à mon sens, il faut revenir déjà à un rapport premier de l'être avec la terre. C'est quelque chose qui vient de l'enfance et de son rapport premier à la terre, et c'est transmis plus par de l'éducation, des pratiques familiales, jardin, marche, etc. Je ne peux pas tout le temps parler dans le vide, il faut que je parle de ma propre expérience et donc et de mes propos. Je vais quand même utiliser une phrase de Heiser pour passer à ça. C'est encore un artiste contemporain qui a une actualité très forte en ce moment.
Et il dit que la nature satisfait ma conception de l'espace. Je vais partir de cette phrase qui ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais en l'interprétant pour moi, un paysage qui ne souffre pas trop de la présence de l'humain et qui garde des caractéristiques qui lui sont propres, qui préserve son identité. Parce que j'ai la conviction profonde que pour exister pleinement, il faut offrir à l'être un environnement dans lequel il puisse engager un véritable corps à corps, intime, avec l'espace. Que ça façonne pas seulement son corps, mais que ça façonne son esprit. En passant cette espèce d'équation qu'il y avait tout à l'heure, montagne-rivière, en passant dans tous ces niveaux élémentaires de matière. Je dois citer Gaston Bachelard parce qu'il y a cet échange, il va creuser dedans. Il y a les matières, il y a l'esprit de ces matières-là et de ces éléments qui forment notre imaginaire et qui viennent nous nourrir. Autre image que vous connaissez peut-être, Leib, qui travaille avec des matières très nobles, pollen, lait, etc., pour aussi ce que ça représente symboliquement pour nous. Donc, sur ce territoire corse, moi je trouve tout ça. Je trouve tout ça et je trouve une certaine liberté, la possibilité de traverser ces espaces, d'aller chercher ce rapport aux éléments, d'aller chercher des rapports aux matières. Et je pense que j'appellerais ça cette gratuité d'accès à la liberté. Et je pense que s'il n'y a pas, c'est pas sans contrepartie. Il y a une contrepartie qui est de préserver. Mais attention, préserver comme le dit Calicote. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est Calicote? Oui, c'est un philosophe de l'environnement. Merci. Donc, lui dit préservation de manière à y inclure la dimension de l'occupation humaine articulée aux dynamiques naturelles dont elle est partie prenante. Moi, dans ce territoire, j'ai décidé que mon action elle allait être contributive et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au varech de notre société de consommation. Je prends le mot varech pour plusieurs raisons. D'abord à cause de Georges Didier Humberman qui prend ce terme quand il dit « ce qu'on regarde nous regarde ». Il utilise aussi ce mot de varech et à cause de Gainsbourg qui l'a aussi dit dans une chanson. Qu'est-ce que c'est ? J'ai sauté une page, j'en suis là. Donc, la liberté avec les éléments, le territoire, ça passe aussi par des hommes. Et moi, j'ai trouvé quelque chose de très important ici. J'ai trouvé dans le monde des artisans la capacité à aller chercher la libre formation. J'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais rencontrer des gens et ils mettent spontanément à ma disposition, des outils, des connaissances, etc. Et j'appelle ça aussi la liberté. Et si l'objet d'art perd sa notion de totalité, elle n'en garde pas moins tout l'objet, en garde pas moins toutes ses valeurs, matière, symboles, enfin on va dire son âme, quand il est fabriqué de main d'homme en tout cas. Pour dire que être, c'est aussi être au travail. Et c'est très important. Travailler, c'est aller vers sa transformation, se transformer soi-même. Ce n'est pas uniquement produire des choses. Et se transformer soi-même et aller au contact de l'autre à travers de ce travail-là. Je vais juste citer une phrase de Michel Roux, qui est philosophe aussi, je crois, non ? Vous savez pas. Il dit « Habiter le territoire, c'est un art subtil, une religion au sens premier de ce qui relie et qui demande de donner du sens aux gestes les plus profanes. » Voilà, moi ça fait à peu près 10 ans que j'habite ce territoire et que j'ai l'impression qu'il m'habite autant que je l'habite. Mon odyssée de
de l'espace insulaire a commencé en 2001. C'est peut-être un signe. Avec une formation chez Martin Brumberg, forgeron, et en même temps le workshop organisé par Ange Leccia, le premier en Corse. Et je suis rentrée de plein fouet dans cette problématique du paysage dans cet univers collectif, avec beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs, et on a passé un temps dans ce territoire-là. Moi, j'ai gardé... on a produit une œuvre à la fin de ce workshop. J'ai une photo, pour moi, ça s'appelle la MAC, Essence Naturelle. C'était une articulation objet-vidéo avec la végétation qui compose en priorité cette île, le maquis. Pas uniquement comme une composante de plantes, aussi pour ce qu'elle a de symbolique et de caractère. Et ça mettait en équation avec des carcasses de voitures. Ça jouait avec les mots essence, essence. Et c'était sur un fond sonore d'éoliennes du Cap Corse. Voilà, entrer en matière. Une manière de prendre connaissance de mon milieu et de partager comme ça au niveau sensible cette expérience. Et c'est là que j'ai débouché sur cette formation d'ouvrier du paysage. Bon, l'appellation, elle était plaisante, déjà. Et en plus de ça, elle venait s'ajouter à un diplôme supérieur d'artiste des Beaux-Arts de Paris. Et je trouvais que mettre les deux ensemble, c'était des notions peut-être contradictoires d'une grande... je ne sais pas comment on peut dire, voilà, avec un travail de petites mains et de laborieuse et de recherche par rapport au paysage. Enfin, j'aimais bien les deux. Mais c'était surtout aussi, pour moi, on va dire que c'était qualifiant jusqu'à un certain degré, c'était surtout pour moi marquer un engagement envers le vivant, à travailler avec et dans le sens du vivant. En Corse, on manque un peu d'opportunités artistiques, on va dire, en tout cas dans ce que je recherchais moi. Et du coup, j'ai postulé sur le continent, où il existe pas mal d'expositions en plein air avec le paysage, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Anne-Joëlle Cano, qui étend mon linge propre en famille, là-bas, et qui est la présidente de mon association Artère. Et elle m'a donné en 2005 l'opportunité de participer au rendez-vous au jardin. On ne sait pas encore l'espace naturel, mais c'est dans des jardins. Elle m'a donné la possibilité de faire toute une installation dans les jardins du musée Jean Écart. Et forte de cette expérience, je suis revenue en Corse avec l'envie de partager ça et créer les rendez-vous au jardin en Corse. Ça a été 2006-2007. Avec l'association Mafia, c'était Mouvement Artistique Festif Interactif. Voilà, donc une exploration des possibilités d'intervention dans le cadre de jardin, réunir des énergies collectives et prendre le pouls de la politique culturelle en montant des dossiers, en essayant d'avoir des subventions, blabla, tout ça. J'ai marqué que ce qui reste, c'est surtout qu'il y a toujours cette nécessité collaborative pour faire exister les choses. Et après, je me suis retournée une autre fois vers le continent où toutes les structures étaient en place. J'avais plus qu'à postuler, à monter des projets. Et c'est là que j'ai été sélectionnée pour un concours international qui s'appelait Horizon Art Nature. Et j'ai pu, alors que je travaillais et que je vivais ici, présenter une œuvre en Auvergne. Là, il faut montrer des cibles que j'avais créées pour cette occasion. Là, l'aspect visuel répond à l'aspect sonore parce que c'était quelque chose qui fonctionnait avec
comme un œil avec une focale qui se pointe sur le centre focal et qui s'élargit comme quand on jette un caillou dans l'eau. Et il y avait l'aspect sonore des percussions des fusils aussi qui apparaissait dans ce territoire-là. La conquête, c'était la thématique pour moi, c'était la conquête du paysage dans son aspect visuel et sonore. Donc là, je voulais vous décrire le fonctionnement d'Horizon Art Nature parce que c'est quand même quelque chose dont on pourrait s'inspirer, dont nous souhaitons nous inspirer pour essayer de lancer cette opération sur le territoire corse. Horizon Art Nature, c'est des communautés de communes qui s'associent avec des institutions artistiques, avec des partenaires privés, etc. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont donc 11, ils sont maintenant 11, c'est ça ? 11 ou 12, 12 à 14, bon, enfin, quelque chose comme ça, à participer. Ils mettent tous des terrains à disposition sur les communes qui changent d'année en année. Ils procèdent à des sélections sur les artistes. Toujours les problématiques, c'est toujours l'écologie, les territoires, ça doit venir en écho avec les lieux. Et du coup, l'artiste a une bourse intéressante pour travailler. J'ai eu 8 000 € pour faire ce travail-là. C'était intéressant. Et en plus de ça, ça m'a fait déboucher sur comment ça s'appelle, une possibilité de travailler avec la CCAS à Portich, au EDF. Et là, j'ai pu réaliser Dierfontaine avec Martin Brumberg, forgeron en Balagne. On a pris une structure EDF qu'on a retournée, on a mis une glycine à l'intérieur. C'est pas vraiment un achat d'œuvre, ça s'appelle une aide à la création. Et du coup, dans 30 ans, elle est à moi. Elle n'est plus à eux. Et pendant ce temps-là, il y a la glycine qui va avaler la structure. Et moi, j'accompagne, je continue à accompagner sa croissance. Voilà. En 2009-2010, Anne-Joëlle Cano essaye de faire un rendez-vous échange Corse-continent avec des artistes continentaux, des artistes corses, au parc de Saleccia notamment. Et là, Polyvinilicutis foricoenosé, c'est une structure en PVC perforée avec des plantes dedans que je présente sous la forme d'une fable comme un mycélium géant qui tenterait à investir l'espace insulaire. Plusieurs expositions, dont une à Aguillon, ensuite une tentative d'essaimer les spores. Mais bon, avec Artera, on a réfléchi et créé cette association parce qu'on s'est dit il y a quelque chose de plus à faire, on va sortir des jardins, c'est important sur le territoire dans lequel je vis, où mes valeurs intimes sont liées aux valeurs d'une communauté, d'apporter une contribution et qui inclut tous les usages sociaux et quotidiens dans l'agriculture, dans l'éducation, dans le tourisme. Donc on a fait ce pari et on a misé ce travail-là, qui est une évolution donc dont des cibles et qui devient arc en cible, créé dans le Cap Corse chez un agriculteur qui s'appelle Jean-Pierre Sudzigne et qui est composé de 22 000 douilles de cartouches. Un arc-en-ciel, on a vu, ceux qui ont vu, pas beaucoup, qui ont vu le film, savent de... Je vais dire ce que c'est, ou je parle du principe. Parler du principe plutôt. Donc en fait, voilà, notre association, c'est l'association Artera. Je vais la décrire d'abord parce que c'est elle qui ce projet, il est créé par rapport à ça et c'est pour porter d'autres projets. Donc, l'association Artera, c'est une association loi 1901.
Elle veut promouvoir la diffusion d'art contemporain dans le paysage. Elle a pour ambition de participer à la mise en valeur du paysage en tant que patrimoine culturel vivant. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les élus pour faire exister quelque chose comme Horizon Art Nature. La première phase, c'est la réalisation de cette œuvre et elle nous sert de coup d'essai, de coup d'envoi pour l'association et de coup d'essai. Et j'ai perdu une page. Et c'est pas grave. Un coup d'essai, un coup d'envoi pour l'association et un coup double parce qu'il y a Arte qui a filmé la cible et du coup elle va être projetée dans l'univers médiatique. Ça nous aide en fait à comprendre comment ça peut fonctionner. D'abord de mettre cette œuvre sans aucune médiatisation quand elle a été créée. On a regardé comment ça fonctionnait avec les gens autour. Tous ceux de Lourdes, de Santa Severa, ils ont regardé d'abord de loin et ensuite ils se sont déplacés, ils sont montés à la cible, ils ont tourné autour, etc. Bon, là, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre au point quelque chose de cette interface relationnelle pour comprendre. J'ai essayé de former Jean-Pierre Suzine à la présentation de mon œuvre. Ça n'a pas été très simple. Mais bon, comme c'était un coup d'envoi, c'était pas grave. On a un deuxième plan après. Et puis, il y a cette interface médiatique avec le film de Jean et la possibilité, après, avec la chair, de reparler de ce qui rentre en jeu là-dedans. Et donc, c'est pour présenter presque sur une assiette, comme on a fait sur un plateau, là, comme on a fait avec la cible, un projet qui peut être collaboratif pour les élus et tous les acteurs du paysage ici. Et donc, la deuxième phase, c'est ce projet, les allumettes, qu'on présente pour être installé sur les halles. Vous savez ce que c'est les zones d'appui à la lutte, ces espèces de bandes qui sont démaquisées sur une centaine de mètres pour servir de pare-feu. Et donc le fait de penser cette exposition, c'est de dire, voilà, il y a des forêts, il y a l'ONF, il y a le Conseil général, il y a les pare-feux, il y a ce travail-là. On peut faire une œuvre conjointe. Je pense à cette espèce de boîte d'allumettes comme un jeu de Mikado. Elle se serait déversée sur la ZAL. On ne joue pas avec le feu, hein. Juste on essaye de tirer notre Mikado à chacun pour arriver à faire œuvre commune. Et c'est des allumettes qui vont faire 30 mètres de long, voilà. Et 5 mètres de long, excusez-moi, mais qu'il y en aura 30. Déjà quand même, c'était juste une inversion des nombres. Voilà, donc on présente ce projet qui est un projet contributif et collaboratif. C'est sur les halles. Les halles, ça présente quel avantage? C'est que en fait, les gros camions doivent pouvoir y accéder. Et donc, ils sont au bord de la route et à côté des villages. Et ça peut devenir une balade dominicale, une façon d'aller voir des œuvres en famille. Là, j'avais une super phrase d'Amish Fulton concernant la marche. Elle doit être là. Non, elle n'est toujours pas là. Ah, elle est là. Non, elle n'est pas là. Bon, enfin. Et c'est un lieu libre d'accès. C'est un lieu libre d'accès. En fait, on réduit tous les coûts. L'ACTC offre, et l'environnement offre les bois. L'ONF fait la coupe. Tout est à proximité. Le coût environnemental, il est réduit parce que la scierie est à côté et le lieu d'exposition est juste au-dessus. C'est dans le Vénaquais, c'est ça? C'est à côté de Corté. Le lieu d'exposition, si on part de la RN 200, il est juste en amont de la scierie et entre Venaco et Corté, en fait, entre Poggio di Venaco et Corté. Donc c'est aussi pour dire on relocalise et on concentre les moyens de création, de production et on fait cette œuvre collaborative. C'est une proposition qu'on est en train de leur faire. On a monté les dossiers, etc. Et on est en train de la faire passer. Aussi parce que la marche dans le paysage, ça permet
ça permet de se réapproprier ces territoires où on ne va plus vraiment, on n'a pas de raison d'y aller. Et c'est une façon de rentrer en tous les sens en direct avec le pays qu'on occupe. Voilà. Ça, je veux dire, on a pensé à la post-élaboration de ce projet en disant, voilà, ça ne suffira pas de faire une œuvre, il faut aussi faire un témoignage, un document. Donc, nous, on veut les porter, les élus aussi, et ceux qui vont contribuer à participer à ce travail-là, en disant, il y aura un travail médiatique qui va être fait d'enregistrement de toutes les étapes de fabrication, de disposition, de tout ça, pour bien mettre en valeur le fait que ça a été une œuvre collective. On dit que c'est une période de crise, alors là on peut aussi, moi je fais un lien avec les allumettes, puis il y a tout le monde qui connaît la petite fille aux allumettes. Hein, on fait avec 3 fois rien, on essaye de faire quelque chose comme ça. On est en période de crise, mais voilà, le contexte social, ça nous invite à essayer de trouver des solutions inédites. Je ne sais pas si vous savez, mais lors du sommet de Johannesburg en 2002, on a déclaré la culture comme 4e pilier du développement durable, côté des piliers sociaux, économiques et environnementaux. Il y a des agendas 21 à ouverture culturelle qui sont mis en place dans les régions pour tisser un réseau d'échange et de solidarité et qui est ouvert à la plus large participation de la société civile. Alors du coup, il y a Corsica Ventu, nous, qui est créé sur cette lancée et qui peut réunir les conditions de la croissance verte et aussi d'une plus grande équité sociale dans la mesure où elle intégrera la dimension culturelle issue des propositions de la société civile. Il n'y a pas que ce projet-là. Je veux dire, ce projet-là, nous, on le porte à bras-le-corps. On essaye bien d'avoir le soutien de tout le monde pour le faire exister. Il y a aussi d'autres projets qui existent, et un qui s'appelle les Jardins du Maquisard, qui est porté par Tony Pieri. Et c'est un lieu qui s'inscrira dans une autre dimension destinée à la préservation de la biodiversité en Corse, jusque dans ses dimensions ethnologiques. Ça procède aussi, et c'est ce qui est plaisant dans cette démarche, de regards informés et scientifiques qui sont combinés à des regards familiers et au regard artistique pour la création de ce jardin. Parce que la conscience écologique, elle préserve pas seulement des diversités végétales, la beauté des paysages et leur diversité, mais aussi des diversités ethniques et régionales. Alors, il s'est posé la question des délaissés, des délaissés d'une modernisation qui nous a emportés de vitesse. Et du coup, la démarche des jardins du Maquisard, c'est à la fois ethnologique et parfaitement contemporaine, dans le sens où elle va reprendre des pratiques ethnologiques. Je parle sous contrôle de Tony Pieri, qui peut intervenir à n'importe quel moment. Et en combinant avec une réalité contemporaine, voilà, qui va faire sens. Voilà. Et donc, je voulais conclure. Je vais lire parce que j'ai peur de ne pas être assez précise. Et la conclusion, c'est que ces projets de paysage, ça procède d'une mise en œuvre dynamique de concertation. Les démarches collectives qu'on met en œuvre, elles peuvent contribuer à dessiner l'espace commun au-delà des intérêts individuels. La culture, elle ne peut pas être réduite à un élément de marketing territorial. On pense généralement à la culture et l'écologie comme des secteurs distincts et laissés à la seule responsabilité des spécialistes. Mais justement, les spécialistes qui se sont penchés là-dessus, leur avis est univoque. La seule façon de faire évaluer sensiblement les représentations, c'est la culture qui peut nous permettre de construire cette identité commune. Et le progrès technologique, parce qu'il faut parler d'Internet, on a
c'est vraiment ce qui fait la différence maintenant dans nos régions, c'est qu'on a cette possibilité de se connecter, d'avoir accès au même man que les autres. Et donc, le progrès technologique lié à l'image, à Internet, ça peut être un appui substantiel aussi pour créer des circuits de diffusion, mutualiser les énergies et les savoir-faire, et en gardant raison de la vraie demande de paysage qu'il y a, de faire ça depuis ici. Voilà. J'espère que j'ai été claire.